Lucien Boursier parcourait les rues en claudiquant, sa valise à la main. Il aurait pu louer la voiture du père Yves et se rendre tout de suite au port, à une dizaine de kilomètres, où le Devonshire était à quai depuis la veille. Mais le Devonshire était un petit cargo qui n'admettait qu'un nombre très restreint de passagers, et ne possédait pas de cabine, rien que des couchettes. Aussi, les passagers n'avaient-ils le droit d'embarquer que quelques instants avant l'heure régulière du départ. Le Devonshire lèverait l'ancre demain matin avec la marée à 7 heures. Lucien ne pourrait donc embarquer qu'à 6 au plus tôt. Rester à trouver une chambre pour la nuit et pour la journée. Il était résolu à se cacher, à rester seul. Par prudence, il ne prendrait pas de chambre à l'hôtel. Il savait trop bien que sa mère n'allait plus avoir de cesse qu'elle n'eût découvert sa retraite afin de le harceler, encore une fois. Elle allait s'arranger pour envoyer dans tous les hôtels de la ville des messagers plus adroits que des policiers. Peut-être ne songerait-il pas que la pension de Madame de Villaplane ait pu accueillir Lucien pour si peu de temps, et il y avait tout à parier que dans cette vieille maison, il trouverait le repos qu'il voulait. Il se dirigea de ce côté. Il ne regrettait rien. Demain, il serait à Londres, quelques jours plus tard, en Suède. Ensuite, on verrait comment passer plus loin. Sur la place de la mairie, partout, des boutiques. Une bâche sur 2 piquets faisait un éventaire suffisant pour vendre aux conscrits des mirlitons, des cocardes, des drapeaux. À boire et à manger aussi. On faisait frire de la morue en plein vent, de la saucisse qu'ils avalaient en buvant de la piquette. Sur les marches de la mairie, un gendarme faisait l'appel. Lucien parcourait la place, flâné d'un étal à l'autre, fasciné par tous ces jeunes gens qu'il regardait comme s'il eût cherché parmi eux tous quelqu'un de connu. C'étaient pour la plupart de petits paysans venus le matin à pied par la route, en bande, conduits par un violonneux. Ceux de la ville ne restaient guère sur la place. La morue, le pain noir et la piquette, ils n'en mangeaient pas. Ils étaient dans les cafés, ou déjà rentrés chez eux portaient à leurs parents la nouvelle. Bon service armé, ou ajourné. On ne réformait pas. Des petits malingres portaient à leur chapeau le signe de la mort prochaine. Comme ils avaient l'air peu guerriers cependant, peu faits pour la mort. Comme ils paraissaient peu se douter de la mort. Presque tous les visages de ces jeunes gens, même les plus virils, exprimaient une confiance, une crédulité d'enfant, une ignorance pathétique du mensonge. Il ne leur venait pas à l'esprit qu'on pût les trahir. Ils étaient tout prêts à mettre leurs mains dans la main de qui les emmenait, pourvu que le conte promis fût beau et noble. Ils ne posaient pas de conditions, ne semblaient même pas y penser, n'exigeaient pas de savoir par quoi, à l'autre bout de la chaîne, se récompensait la perte de leur jeune vie, et si cette innocente acceptation de la douleur et de la mort servirait au moins à alléger la douleur du monde. Mais acceptaient-ils ? Est-ce qu'il y avait en eux ce débat où toutes ces considérations n'étaient-elles, comme Lucien pouvait le redouter, que des considérations à lui, des raisonnements d'intellectuels ? Mais non. Cela eût voulu dire qu'il considérait ces jeunes hommes comme incapables d'une pensée. Lucien se refusait farouchement, s'insurgeait tout entier contre une attitude aussi basse. Non, et 1000 fois non, et jusqu'à la mort, non. La pensée n'était pas et ne pouvait pas être le privilège de quelques-uns seulement, ou, si elle l'était, que valait-elle, cette pensée qui s'employait à justifier le mépris de la vie, à justifier la honte imposée aux hommes, à des hommes ? Bon gré mal gré, il faudrait sortir de cette barbarie, donner à la vie toute sa valeur. Non pas à la vie telle qu'elle était pour la plus grande partie des hommes, écrasée, mutilée, niée, volée, mais à la vie telle qu'on pouvait la faire. Il y avait sur cette place, autour de ces fritures, dans cet air de foire et presque de goguette, assez de vie pure et noble pour construire tout un monde. Il saisissait au passage des gestes, des regards où cette vie possible laissait deviner ses éléments les plus essentiels et les plus simples. Elle était là, toute prête à jaillir, toute chaude dans la profondeur des cœurs non corrompus. Des volontés pour l'instant endormies, mais qui se réveilleraient un jour et pour toujours, dans les gestes délicats et fraternels des hommes partageant le pain. Ils ne semblaient pas se douter de ce dont ils seraient capables, mais tout en eux était prêt pour le réveil et pour la conquête. Il n'y avait d'espoir qu'en eux, en leur jeune force, en leur fraîcheur. Ainsi pensait-il, tout en continuant à errer parmi les groupes.
Oui, il n'y avait d'espoir qu'en eux, quand ils auraient enfin brisé l'enchantement qui leur cachait à eux-mêmes leur humanité, sous leur apparence pourtant si humaine, et entrevu la joie. Alors ils voudraient la conquérir et sauraient s'en emparer. L'humanité n'avait pas dit son dernier mot. C'était une lâcheté de prétendre, comme l'avait fait Cripure la veille, qu'elle allait sombrer noyée dans le sang. Non, non. L'humanité balbutiait à peine. À travers tant d'horreurs initiales, elle finirait par découvrir le prix de la vie, le respect de la vie, l'amour véritable. La question n'était pas de savoir quel était le sens de cette vie, la vraie question, la seule, était de savoir que pouvons-nous faire de la vie. On pouvait tout en faire, mais à la condition de ne pas commencer par la supprimer. C'était une immense révolution, non comme le croyait encore Cripure, qui aurait pour effet que toute pensée devrait se cacher, mais au contraire qui aurait pour effet que toute pensée deviendrait libre, que toutes les chances seraient du côté de la vie et non du côté de la mort. Et s'il était vrai que cela ne pouvait commencer que par la violence, on emploierait la violence. La violence dont les autres usaient pour des fins de mort, on pouvait en user pour des fins de vie. Et s'il était vrai que l'humanité, dans sa majeure partie, n'était composée que d'esclaves, il n'était pas plus difficile après tout d'imposer la vie aux esclaves que de leur imposer la mort. D'un esclave vivant, on pouvait faire un homme libre. On en finirait bien aussi avec la bassesse, mais d'un esclave mort. Toutes les révolutions jusqu'à présent s'étaient faites à l'intérieur d'un cercle. Il s'agissait maintenant de briser le cercle, de poser un commencement, et c'était ce que venaient de faire les ouvriers et les paysans de Russie, frères de tous ces petits conscrits, les premiers. Combien de temps faudrait-il encore avant que les autres... Il s'assit sur un banc et resta là, bien qu'il ne fît pas très chaud. Ses pensées prirent un cours différent vers les camarades, auxquels tous ces petits paysans allaient tellement ressembler avant longtemps, quand ils auraient perdu cette confiance et qu'ils seraient à leur tour devenus des incrédules. Il se souvint de ses dernières rencontres avec ses deux amis, Pierre Marchandeau et Louis Babineau, ses camarades de classe et d'études, pour qui le grand événement de la vie avait été, avant leur mobilisation, leur année de philosophie avec Cripure. Quand il avait vu Pierre pour la dernière fois, à peine s'il avait desserré les dents, ils avaient passé un après-midi ensemble. Pierre n'ouvrait la bouche que pour répéter qu'on s'était foutu de lui. Ce jour-là, il s'était compris, à fond. Si Pierre en réchappait, Lucien savait qu'il le retrouverait un jour, qu'ils se retrouveraient ensemble à la pointe d'un nouveau combat. Cela se passait alors qu'ils étaient tous deux au repos dans un grand pays de plaine et de soleil. La dernière rencontre avec Louis Babineau avait été très différente. De nuit, dans une gare, il revoyait très bien le décor.